Et maintenant, bienvenue, merci pour votre présence. Et maintenant, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet, les élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars prochains qui occupent tous nos agendas. Avant de parler d'avenir, je veux évoquer notre histoire. Ici, à Décines-Charpieu, deux jeunes hommes, deux frères, Émile et Jean-Louis Bertrand, ont fait un choix. Celui de rejoindre la résistance contre le régime nazi. Celui de la dignité plutôt que de la compromission. Celui de la loi plutôt que de l'arbitraire. Celui du courage plutôt que de la peur. Ils étaient jeunes, ils avaient une famille, des amis, une vie devant eux. Ils savaient le risque, et pourtant, ils ont refusé de s'habituer à l'inacceptable. Aujourd'hui, nos institutions sont fragilisées, l'état de droit est contesté, les contre-pouvoirs sont attaqués, et ceux qui alertent sont décrédibilisés, parfois intimidés. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle nous enseigne une chose essentielle. Le renoncement commence toujours par l'habitude. Ce soir, dans un contexte où les idées d'exclusion et de repli gagnent du terrain, leur mémoire nous oblige. Elle nous oblige à ne pas banaliser. Elle nous oblige à ne pas céder à la lassitude. Elle nous oblige à rester debout. Parce que la démocratie ne tient que par celles et ceux qui la font vivre. Parce que la liberté ne survit que si l'on accepte de la défendre. Parce que l'engagement n'est pas un geste héroïque réservé au passé. C'est une responsabilité quotidienne. Alors oui, nous devons rester mobilisés dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos conseils municipaux, mobilisés pour protéger nos institutions, pour faire vivre le débat, pour refuser que la peur devienne un programme politique. C'est dans cet esprit de vigilance, d'engagement et d'espérance que je vous propose d'ouvrir nos échanges et d'accueillir les intervenants de cette soirée. Madame Fathia Didaoui, tête de liste aux élections municipales et métropolitaines, tête de liste à mes yeux, pardon. Monsieur Louis-Marie Malfoy, représentant du collectif Naturellement Décines, et colistier pour la liste Décines. C'est Harry Potter. C'était pas monsieur Malfoy, pardon. Désolée. Je suis désolée. Madame Sandrine Nosbé, députée de la France Insoumise pour la 9e circonscription de l'Isère. Et monsieur Nicolas Thierry, votre candidat à la mairie de Décines-Charpieu. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à madame Fathia Didaoui, qui vous adressera quelques mots à propos des élections métropolitaines, entre autres. Ah, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par vous raconter un petit peu mon parcours d'engagement militant. Sympathisante à la France Insoumise depuis 2017, je me suis réellement engagée avant les élections présidentielles 2022. Au vu de la politique libérale de Macron, durant le quinquennat, avec les gilets jaunes, la destruction progressive des services publics, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Le recours systématique de Macron à des lois racistes, sa destruction de l'éducation nationale m'ont confortée dans l'idée qu'il fallait que je m'engage. C'est pourquoi j'ai accepté de m'engager auprès de Victor Prant à 2 reprises, lors des élections législatives de 2022 et 2024. Aujourd'hui, mon engagement n'est pas si étonnant que ça, parce qu'il reste et demeure dans la continuité de mon combat
au sein de la France insoumise, qui reste fidèle à son programme politique, dont les actes suivent bien évidemment les paroles. Aujourd'hui, j'aurais voulu faire une petite parenthèse par rapport à la politique internationale. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que aujourd'hui, ce qui se passe à l'échelle mondiale a des conséquences à l'échelle nationale et bien évidemment à l'échelle locale. Ce qui s'est passé le 28 février lors de l'attaque américano-israélienne en Iran va nous perturber. Ça va nous perturber dans nos vies quotidiennes parce que on va avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Comment ? L'essence va augmenter, les denrées vont augmenter, l'affrètement va augmenter, et en fait, ça va avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat par rapport au gaz, par rapport à l'électricité, etc., etc. Mais cette question géopolitique demeure profondément politicienne. Pourquoi j'ai choisi, lorsque je vous parle en fait de la crise de l'Iran, nous sommes tous conscients qu'il va y avoir une crise du pétrole, ce qui va amener en fait des conséquences sur les transports. C'est pour ça que je vais faire une petite transition et par rapport à toutes les compétences qui existent auprès de la métropole, ce soir, j'ai décidé de parler des transports et des mobilités au sein de la métropole. Alors ici, la situation nous oblige. Le capitalisme, en crise, enchaîne les attaques contre la population, essorant la force de travail jusqu'au dernier centime, avant de basculer dans sa forme la plus réactionnaire. Dans la pénombre, comme autant de héros, le peuple émerge. En 2022, il a mis en tête de l'élection présidentielle un certain Jean-Luc Mélenchon. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. Et lors des élections présidentielles de 2022, Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier à Dessines, à Meyzieux et à Vent-en-Velin, soit dans l'Est lyonnais. Une ville, une exception, la ville de Jonnage, le place tout de même troisième et premier parmi les forces de gauche. Si je mentionne ici ces 4 communes, c'est parce qu'elles forment la circonscription métropolitaine de Rhône-Amont. Vous n'êtes pas sans savoir que 2 élections aussi se tiennent le 15 et le 22 mars prochain. Les élections municipales et les élections métropolitaines. Ici, j'ai l'honneur de pouvoir présenter notre mouvement, la France Insoumise, en tant que tête de liste, effectivement municipale, mais métropolitaine. La France Insoumise est un outil de conquête de pouvoir populaire. Nous sommes beaucoup à faire partie de ces gens qui ont été écœurés par la trahison du Parti socialiste au pouvoir en 2012, avec toutes les cartes en main pour vraiment changer la vie, et qui a décidé d'appliquer avec zèle une politique néolibérale accouchant d'un certain Emmanuel Macron. Si nous gardons en ligne de mire la conquête nationale du pouvoir, nous avons bien l'intention de nous saisir de tous les outils à notre disposition pour impulser une culture de l'intervention populaire permanente. Et qu'est-ce que la commune et la métropole de Lyon, si ce n'est des merveilleux terrains de pratique du pouvoir au plus près des gens? Comment, ici, inscrire le communalisme insoumis dans la métropole de Lyon?
La métropole de Lyon est une collectivité qui exerce à la fois des compétences du département, avec l'aide sociale, la gestion des collèges, la voirie, et des compétences des communes, les déchets, l'eau, les transports. Elle englobe 58 communes, dont Dessines-Charpieu, Mézieux, Vaux-en-Velin et Jaunage. Son existence même témoigne d'un projet politique, celui de la métropole, de structures puissantes qui pourront rivaliser dans la compétition économique mondiale. Nous sommes au cœur de ce qui met mal à l'aise en tant qu'insoumis, insoumises. Nous pensons pas la vie comme une compétition. Nous, en tant que formation, comme mouvement politique, nous la pensons comme une coopération. Nous dirons nous-mêmes, comme l'harmonie des êtres humains avec la nature. La métropole de Lyon a ainsi une forte tendance à siphonner l'activité tout autour d'elle. Des avancées sont possibles malgré tout. Le pouvoir en place a permis le retour en régie publique de la gestion de l'eau. Il n'y a qu'en régie publique que le peuple peut pleinement exercer sa souveraineté dans la gestion d'une ressource vitale. Mais ce qui est fait peut être défait au gré des alternances. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais le duo Aulas et Sarcelli menace cette gestion publique. Utiliser la gestion des transports en commun comme outil au service de la bifurcation écologique est fondamental. Si nous sommes critiques jusqu'à dans l'existence de la métropole de Lyon, l'élection d'un pouvoir insoumis à la tête d'une telle structure est primordiale. La métropole dispose d'un pouvoir fondamental pour changer la vie, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors, nous devons l'utiliser pour initier la bifurcation écologique. La pollution atmosphérique cause, en effet, environ 40 000 décès prématurés par an en France. Et la biodiversité locale diminue drastiquement. Un levier majeur de transition écologique est à portée de la métropole, faciliter l'accès aux transports en commun. Si nous devions parler des transports en commun, ils représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et la mobilité, en tant que service public essentiel, est un droit qui ne peut en aucun cas dépendre des conditions matérielles des individus. Non, c'est vrai. Le déplacement est à la base de toutes les autres activités sociales et économiques. Une politique publique de transport ne pourra jamais jouer son rôle d'égalité sociale sans un objectif à terme de gratuité complète. Un réseau doit cependant être entretenu, rénové, développé pour viser l'égalité territoriale et survivre à l'épreuve du temps. Ces deux réalités ne sont pas irréconciliables et notre projet politique ne délaissera jamais l'une pour l'autre. Je suis désolée. Alors, nous, notre projet, c'est dès notre arrivée aux responsabilités à la métropole de Lyon, nous mettrons en place
la gratuité locale de l'abonnement du TCL pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Nous reverrons également les critères sociaux de réduction et de gratuité, par exemple pour les privés, pour les gens qui sont dans le privé, pour les gens qui sont privés d'emploi, et pour les faibles revenus. L'objectif de cette gratuité est qu'à la fin du mandat, il y ait une gratuité pour tous. Pourquoi cette décision? Pourquoi ce projet? Pourquoi cette mesure? C'est dans l'objectif d'améliorer la justice sociale et réduire les effets de seuil. La justice sociale ne peut se dissocier de la justice territoriale. Toutes les habitants et les habitants de la métropole doivent avoir accès à un réseau fiable avec une desserte adaptée et une fréquence renforcée sur l'ensemble du territoire des zones les plus éloignées, aux quartiers populaires, enclavés et délaissés des politiques de mobilité. Combien de fois avons-nous entendu les difficultés de la population pour se rendre d'un endroit à un autre endroit qui se trouvait en périphérie? Trouvez-vous qu'un voyage en TCL de Dessines à Saint-Priest ou de Meyzieux à Vénissieux soit pratique? Parfois, il faut plus d'1 heure et demie pour rejoindre ces deux périphéries. L'objectif écologique et social de réduction de la voiture est porté par la France insoumise. Mais cet objectif ne peut se réaliser au détriment de la possibilité de tout un chacun de se déplacer. Toute réduction de l'usage de la voiture doit être accompagnée d'un développement des transports en commun. Une infrastructure de déplacement ne peut être un ensemble de pièces incohérentes. Notre vision de la mobilité articule tous les modes, qu'ils soient en train, en métro, en tram, en bus, en vélo, en trottinette, à la marche, en voiture. Notre vision de l'égalité sociale et l'égalité territoriale doit se faire également au travers de notre politique de l'intermodalité. Un réseau cohérent implique aussi une solution de déplacement en tout lieu et à toute heure. Tous les modes seront employés pour atteindre cet objectif politique. Bien évidemment, de nombreux investissements ont été effectués dans le développement des infrastructures cyclables, mais ils ont été largement capturés par la commune de Lyon. Nous porterons une vision décentralisatrice de la mobilité. C'est pourquoi nous avons l'objectif de créer 123 km de nouvelles pistes cyclables, notamment via une grande rocade cyclable traversant 39 communes de la métropole. Ces infrastructures permettront de corriger 23 routes merci, c'est pour ça qu'on est ensemble, hein, on s'aide, sauvant ainsi des vies. Des travaux planifiés et maîtrisés, ainsi que l'aménagement piéton et cyclable des accotements des routes permettront de limiter au maximum les impacts sur les déplacements des véhicules à moteur. Notre vision de la mobilité est celle de l'intégration totale. À ce titre, le service Vélove sera immédiatement intégré à l'abonnement TCL pour l'intermodalité sur le premier ou le dernier kilomètre. Nous installerons parallèlement de nouvelles voies lyonnaises, 150 en tout et pour tout, en dehors de Lyon et Villeurbanne, intégrant ainsi 27 nouvelles communes au réseau. Les abonnés Vélove mécaniques pourront avoir accès à un vélo électrique gratuitement si aucun vélo mécanique n'est disponible dans une station. La durée maximale d'un trajet sera portée à 45 minutes pour toutes et tous et le budget logistique de rééquilibrage des stations sera triplé. La justice sociale et territoriale ne peut se faire qu'en lien avec les habitants. Car, comme toute politique publique, la mobilité est avant tout faite pour elles et pour eux. La co-construction démocratique et l'écoute réelle des revendications
sera notre boussole politique à travers toute notre action. Une convention populaire composée d'habitants de la métropole, tirée au sort, sera réunie pour discuter d'une adaptation et d'une simplification du plan de réseau. Une seconde convention populaire, elle, sera convoquée pour étudier les problèmes et proposer des solutions et des lignes directrices pour améliorer le partage de la voirie entre tous les citoyens, à pied, en vélo, en trottinette, en bus, en moto, en camionnette ou en voiture. Les solutions ressortant de cette convention seront appliquées et deviendront des lignes directrices pour le futur de l'infrastructure et la voirie métropolitaine. Nous voulons ainsi insister sur ce point. La culture de la participation citoyenne dépend d'une volonté politique réelle. Il est possible pour le peuple de revenir aux commandes. À cette fin, comme la métropole a pu le faire pour l'eau, avec l'appui des conseillers des insoumis de la précédente mandature, nous passerons l'exploitation du réseau TCL en régie publique dès la fin des contrats actuels. En plus de retirer des marges au privé, le passage unifié, donc sans allotissement, en régie publique, passe l'exploitation du réseau sous la responsabilité directe de l'exécutif élu au suffrage universel. Là où une délégation actuelle permet à la métropole de se dédouaner des failles d'exploitation et plonge les usagers dans l'incompréhension. L'un des objectifs de l'allotissement étant d'affaiblir les structures syndicales, le passage en régie publique redonnera également du pouvoir de contrôle aux travailleurs des transports en commun. Faire le lien avec les campagnes municipales de Dessines, Mézieux, Vanvelin, Jonage. Vous l'avez bien compris, si j'insiste sur ces 4 communes, c'est pour vous faire la démonstration de l'enjeu de pouvoir que nous pouvons avoir, qui est grand, à travers la métropole de Lyon. Mais plus encore, nous avons besoin d'une politique coordonnée, d'un réseau très solidaire, des communes gérées par des insoumis et des insoumises. La résistance à la destruction néolibérale doit s'opérer dans tous les pans de la société. Et la commune est le lieu pour pouvoir appliquer cette démocratie participative. La commune est aussi le lieu le plus proche des gens. Vous le savez, la France insoumise est attaquée de toutes parts et aucun cadeau ne lui sera fait. Pour pouvoir appliquer ce programme, nous vous demandons de pouvoir partager avec nous ce projet. Nous avons besoin de vous, à tous les étages. C'est pourquoi je vous demanderai de vous engager, de vous syndiquer, de rejoindre les associations et pourquoi pas de militer auprès de nous. Je vous remercie de votre écoute. J'ai le plaisir ce soir, en fait, de donner la parole à un homme que je respecte beaucoup, qui est de tous les combats, qui nous ressemble, qui nous défend, qui est auprès des causes les plus humaines. Je vous présente Monsieur Hadas Allah, avocat franco-palestinien. Il va nous parler de son combat pour la Palestine. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Merci. Ça, vous m'entendez? Parfait, très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Je suis très content d'être parmi vous. Je viens à peine d'arriver, donc j'ai même pas bu un verre d'eau, mais c'est pas grave. En tout cas, ce n'est pas grave. Ah, je peux enlever ma veste? C'est bon, c'est pas grave. On a commencé comme ça, le temps est compté.
Donc voilà, très content d'être parmi vous. Alors, je ne sais pas ce que Fatiha a dit jusqu'à là, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés, nous. Je n'ai pas parlé de votre rencontre, mais je te... D'accord, voilà. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre d'une cause qui, je crois, auquel on adhère tous aujourd'hui, une cause humaine, donc la cause palestinienne. Donc, j'habite à Misieux. Je suis avocat au barreau de Lyon, comme il a dit Fatiha. Et c'est vrai que c'est un combat qui m'a permis, en toute sincérité, et sans avoir préparé un discours, de découvrir des hommes et des femmes avec qui on partage des valeurs universelles, des valeurs humaines qui nous permettent à nous d'espérer un avenir meilleur pour notre société, pour notre pays. Je me disais des fois, cette cause véritablement m'a permis de côtoyer des personnes comme Fatiha, avec un groupe à Misieux, parce que je parle de Misieux que je connais le plus, avec qui on a fondé une association qu'on a appelée Misieux pour la Palestine. Donc il y avait pour cause justement de sensibiliser sur cette cause, de mobiliser, et grâce à cette association, véritablement, j'ai pu voir que, heureusement dans ce monde, heureusement dans ce pays, il y a encore des hommes et des femmes qui croient à ces valeurs, qui croient à la justice, qui veulent aussi défendre des valeurs qui, aujourd'hui, pour certains d'entre nous, peut-être sont lointaines, mais le fait de les côtoyer, de côtoyer ces personnes, ça m'a permis vraiment d'espérer et de me dire, effectivement, il y a une période difficile qu'on traverse, mais je l'espère que l'avenir sera meilleur pour nous tous. Donc, sans trop monopoliser la parole, c'est un sujet particulier que tu souhaites que j'aborde, Fatiha, mais si je suis là avec vous, si vous êtes là aujourd'hui, et je le dis vraiment sans détour. Vous savez, des fois, on nous dit qu'il faut avoir un discours qui soit politiquement correct. Sur l'échelle politique en France, les seuls, et je défie tous ceux qui sont là dans la salle, les seuls à avoir défendu la Palestine, c'est la France insoumise. Véritablement. Combien de fois j'étais invité à l'Assemblée nationale, seuls qui m'ont invité pour parler de la Palestine, c'est la France insoumise. Seuls que j'ai pu côtoyer partout en France, et je fais des conférences partout en France pour parler de la Palestine, les seuls politiques qui étaient présents, c'était la France insoumise. Donc véritablement, et je le dis à l'Assemblée nationale, je l'ai dit à Éric Coquerel, que heureusement dans ce pays, il y a la France insoumise, en toute sincérité. Et se dire qu'on est de gauche et de droite, sans véritablement soutenir la cause palestinienne, moi je m'interroge sur l'humanité de ces personnes-là. Il y en a qui vous disent, mais on soutient la Palestine, mais on ne veut pas l'afficher. En fait, la Palestine, certes, on est dans le cadre d'une élection municipale, mais même dans ce cadre-là, ce qui nous unit ici, c'est notre humanité. Donc si cette cause-là ne nous interpelle pas, si à partir de cette base, à partir des élections municipales, on ne se pose pas ces questions, parce que c'est là où on construit notre société, c'est là où on construit l'avenir pour nos enfants, aujourd'hui. Donc véritablement, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont invité, ceux que je côtoyais dans les conférences, que je voyais dans les conférences, en toute sincérité, il n'y avait que la France insoumise, en toute sincérité. Et d'ailleurs, on le voit sur l'échiquier politique aujourd'hui. Les positions de ceux qui se disent de la droite, tous alignés derrière la lecture et le contexte et la lecture de ce conflit par rapport à ce que derrière Israël, derrière un soutien véritablement à Israël. Donc véritablement, je suis désolé, je vous dis, je suis venu en courant, donc je n'ai pas préparé de discours, mais s'il y a un message véritablement humain porté aujourd'hui par un parti politique en France, c'est le message qui est porté par la France insoumise. Je vous remercie infiniment de votre écoute et très content d'être parmi vous. Ah oui, pardon. Merci beaucoup pour ces quelques mots et pour nous avoir réaffirmé ces pratiques qui nous sont chères. Salut.
Nous allons accueillir sans plus tarder Madame Sandrine Nosbé, qui est députée de la France Insoumise pour la 9e circonscription de l'Isère, spécialiste des questions relatives au logement. Merci beaucoup. D'abord, je voulais remercier, vous saluer et vous remercier d'être là ce soir et remercier notre ami l'avocat pour les mots qu'il vient d'avoir. Effectivement, je suis, oui, députée de la France Insoumise, mais ça ne m'empêche pas, oui, évidemment, je tiens cette ligne. Si je suis à la France Insoumise, c'est parce que j'adhère à la ligne et au programme de la France Insoumise. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je me rendais à des manifestations, ça m'étonnait toujours de voir qu'on n'était pas plus nombreux. Parce que vraiment, à chaque fois, quand on se dit que c'est notre humanité qui est assassinée en Palestine, quand on voit ce qui se passe et quand on regarde en arrière dans notre histoire, on devrait être des millions dans la rue. Des millions dans la rue. Et vraiment, je vous remercie. Donc moi, je suis très heureuse donc, d'être ici ce soir pour soutenir la liste Dessine Insoumise menée par Nicolas Thierry. Alors oui, nous sommes à quelques jours du premier tour des municipales, qui est, je pense, la plus politisée, dans les élections municipales la plus politisée qu'on ait vécue depuis des lustres. Et je voudrais commencer par dire que toute élection est importante. Car à chaque élection, vous, électeurs, électrices, choisissez par votre vote les représentants destinés à occuper une fonction en votre nom et que surtout, ce choix doit se porter sur un programme. Ce soir, on vous l'a dit, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur à la France Insoumise, c'est le logement. C'est un sujet majeur, car le logement est le premier poste de dépense des ménages les plus modestes. D'abord, je voudrais rappeler une déclaration d'Emmanuel Macron, tout fraîchement élu en 2017. Il disait « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans les rues ». 9 ans plus tard, des personnes dorment toujours à la rue et la rue tue toujours autant. En 2017, il y avait 140 000 personnes sans domicile fixe dans notre pays. Aujourd'hui, elles sont 350 000, dont 20 000 qui sont dans la rue, notamment plus de 2 000 enfants. En 2017, 475 personnes sont mortes à la rue. En 2024, c'est 912 personnes, selon le collectif des morts à la rue. Et cet hiver, parmi les victimes de froid dans la rue, la plus âgée avait 93 ans et les plus jeunes avaient quelques jours. Alors voilà, c'est le résultat de l'inaction d'Emmanuel Macron. Alors quand, il n'y a pas très longtemps, le 23 janvier dernier, son Premier ministre, Le Cornu, annonce un plan de relance du logement avec comme objectif la construction de 2 millions de logements d'ici à 2030, alors que depuis 2017, ces gouvernements successifs n'ont rien fait, vraiment, je me dis, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Il est temps de les dégager toutes et tous. En plus, lors de cette annonce, le Premier ministre n'a eu aucun mot pour les morts à la rue. Il n'a eu aucun mot pour les sans-abri. Quelle honte, mais quel mépris. Visiblement, cela ne choque pas ces gens, c'est le gouvernement, ces macronistes et ces gouvernements d'Emmanuel Macron, de voir qu'en France, des personnes meurent de la rue, la France, la 7e puissance économique au monde. Alors que ces morts auraient pu être évitées et auraient dû être évitées, puisque cela n'est pas une fatalité, mais un choix politique. Ils auraient pu être évités d'abord grâce à l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition des bâtiments vides, qui permet à l'État de réquisitionner des logements vides depuis au moins 6 mois pour loger des personnes sans abri, mal logées. Et je rappelle
que cette ordonnance n'a pas été utilisée depuis 1999. Puis du côté des maires, les articles 131.2 et suite du Code des communes leur accordent le pouvoir de police qui porte notamment sur le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que les maires peuvent réquisitionner temporairement des logements vacants pour des familles sans abri dans des cas d'urgence et à titre exceptionnel, par exemple lors d'une catastrophe naturelle, d'un sinistre ou d'une mise en péril. Une demande est alors instruite par le maire ou le service municipal du logement, s'il existe, et est transmis au préfet. On compte en France 3,1 millions de logements vacants, dont 1,2 sont vides depuis plus de 2 ans. Alors imaginez-vous, 3,1 millions, soit 10 fois plus que les personnes sans abri, et le triple en mètres carrés de bureaux vides, utilisés comme outil de spéculation par les banques ou par les fonds d'investissement. Donc la réquisition est un dispositif qui permet de sauver des vies. Alors je vous le dis, une mairie insoumise utilisera son pouvoir pour mettre à l'abri des personnes à la rue. Voyez-vous, le fait que 350 000 personnes soient sans domicile fixe aujourd'hui, que 2,9 millions de ménages sont en attente d'un logement social et qu'en même temps, 3,5% des ménages possèdent 50% des logements locatifs, c'est symptomatique d'une politique néolibérale qui tend à marchandiser le logement en le raréfiant dans le social pour renforcer la spéculation immobilière dans le privé. La Fondation pour le logement des défavorisés estime à plus de 4 millions les personnes considérées comme mal logées. Près d'1 million de personnes n'ont pas de domicile personnel et 100 000 vivent dans une habitation précaire toute l'année. À côté de cela, les aides à la construction de logements sociaux baissent d'année en année, entraînant inévitablement la baisse de l'offre de logements disponibles et de logements sociaux disponibles. Et je rappelle en passant que le projet de loi de finances de 2026 prévoit une baisse du budget du logement de moins 4,9%, alors qu'il avait déjà baissé en 2025. Donc vous imaginez, quand on entend Le Cornu qui parle de relance du logement, bon, moi j'ai envie de dire parole, parole, parole. Et dans le même temps, dans le parc locatif privé, les multipropriétaires, eux, accumulent toujours plus de biens. En 2022, 9,7 millions des ménages sont multipropriétaires, soit 14% de la population, et détiennent 65% du parc de logement. Alors vous voyez, tous les ingrédients sont réunis pour que le secteur du logement dysfonctionne. La demande dans le social étant supérieure à l'offre dans le privé étant concentrée dans les mains de quelques-uns, qui font la pluie et le beau temps, si bien que les logements sont inaccessibles aux ménages les plus modestes. On parle alors de crise du logement. Moi, je dirais que cette pénurie du logement est organisée. Une autre facette de cette crise du logement organisée, ce sont les expulsions. Aujourd'hui, 1 locataire sur 5 est en situation d'impayé, selon l'Union sociale pour l'habitat. Et 1,1 million de personnes sont les travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent, mais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour cause, entre 2017 et 2023, 1,2 million de personnes supplémentaires sont devenues pauvres. Tandis que dans le même temps, depuis 2017, les 500 ménages les plus riches ont doublé leur fortune.
Et c'est dans ce contexte que les expulsions locatives augmentent. En 2024, il y a eu plus de 140 000 procédures d'expulsion locative qui ont été engagées et 24 556 expulsions effectives avec le concours de la police, c'est-à-dire plus 29%. Donc c'est ça la France d'Emmanuel Macron, les pouvoirs publics qui font le choix de mettre à la rue au lieu de mettre à l'abri. Donc la liste des signes insoumises prévoit de développer des outils de prévention contre les expulsions locatives. Donc vous aurez compris, la pénurie de logement social qui est organisée renforce la spéculation immobilière dans le but manifeste de faire du logement un bien marchand comme un autre. Le logement est ainsi devenu une dépense pour les uns et un revenu pour les autres. C'est pourquoi il est de plus en plus urgent de lutter contre la rente immobilière dans nos villes et la marchandisation du logement. Car le droit au logement est bien plus qu'un besoin économique, il est lié à la dignité humaine et est à ce titre un droit fondamental. Et c'est dans ce sens que j'ai déposé une proposition de loi en mars 2025 pour inscrire le droit au logement dans la Constitution, qui est d'ailleurs une mesure qui figure dans le programme L'Avenir en commun. Bien sûr, il existe plusieurs dispositifs aujourd'hui pour garantir le droit au logement. Il y a la loi dite SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui date de décembre 2000, et qui impose aux communes de certaines tailles de consacrer 25% de leur parc de résidence principale aux logements sociaux, pour ainsi garantir la mixité sociale et la solidarité territoriale. Mais malheureusement, cette loi n'est pas respectée par beaucoup de communes, deux tiers des communes. Et en 2023, on comptabilisait jusqu'à 1031, parmi les 1031 communes concernées par cette loi SRU, 659 qui ne respectaient pas le quota de logements sociaux. Donc il va sans dire qu'une commune insoumise respectera la loi SRU et mettra en place le permis de louer pour lutter contre les logements insalubres et les marchands de sommeil. Puis, il y a la loi DALO pour le droit au logement opposable de 2007, grâce à laquelle l'État a une obligation de résultat concernant l'accès au logement. Bien qu'ayant le mérite d'exister, cette loi est malheureusement très difficile à mettre en œuvre et donc très inefficace dans la pratique. Alors, une commune insoumise peut accompagner les habitants et les habitantes dans leur démarche de DALO afin de les aider à pouvoir obtenir un logement grâce à cette loi. Enfin, il y a la loi Elan de novembre 2018 qui est relative à l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Cette expérimentation qui permet donc de limiter la hausse des loyers en harmonisant les prix. Alors ce dispositif a été très efficace et il a fait ses preuves. Il a été expérimenté dans 69 communes et il a vraiment prouvé son efficacité. Je donne un exemple. À Paris, par exemple, là où il a été mis en œuvre, il a permis à des locataires de faire une économie de 141 € par mois. C'est pas rien. Ça représente donc par an 1 694 € sur cette période si le dispositif n'avait pas été mis en place. Donc, dans un contexte de marchandisation du logement, il est essentiel, absolument nécessaire, d'encadrer les loyers. Donc, une mairie insoumise encadrera les loyers afin de le rendre accessible à toutes et tous. Alors, je veux ici que vous compreniez bien le fond de ma pensée, le fond de la pensée de la France insoumise. Moi, quand je parle de crise du logement organisée et de marchandisation du logement, c'est pour souligner que tout ceci, c'est le résultat du choix politique et qu'il n'y a pas de fatalité. Je prends l'exemple de la ville de Vienne en Autriche, capitale d'Autriche. Elle loge 62% de ses habitants dans des HLM. La municipalité détient en propre 440 000 habitations
habitation sociale et ne connaît pas de crise du logement. Donc bien loin du modèle du tout propriétaire tant vanté en France. À la France insoumise, vous l'aurez compris, nous voulons sortir le logement de la spéculation et de la politique capitaliste, de la logique capitaliste. Et pour ce faire, nous pensons que nous pouvons aller encore plus loin, notamment dans l'encadrement des loyers tel que prévoit le dispositif actuel. Qu'il faudra renforcer en rendant obligatoire cet encadrement des loyers, puisqu'actuellement, il est mis en place que sur le volontariat. Ce sont les communes qui veulent bien appliquer l'encadrement des loyers qui peuvent le faire. Il faudra donc le généraliser et rendre effectif sur l'ensemble du territoire. Car pour l'heure, le dispositif permet uniquement d'empêcher la hausse des loyers, mais il ne permet pas de baisser les loyers. Donc c'est l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée avec quelques collègues de la France insoumise, qui est évidemment co-signée par tout mon groupe, et qui propose donc notamment de renforcer le contrôle sur les sanctions, de geler les loyers pendant 4 ans afin de lisser les loyers sur tout le territoire, et ensuite d'encadrer afin de garantir une baisse des loyers. Cette proposition de loi, on prévoit aussi de rendre obligatoire la déclaration de mise en location sur l'ensemble du territoire, puisque effectivement, actuellement, il y a des communes qui appliquent donc un permis de loyer, de louer, mais ça n'est pas obligatoire. Et enfin, dans cette proposition de loi, nous visons aussi à supprimer le complément de loyer. Vous savez, c'est cette possibilité pour les propriétaires d'augmenter leur loyer en fonction de la position géographique de l'appartement, s'il y a une belle vue sur un site particulier. Alors qu'en fait, cette particularité, ce complément de loyer, dans les faits, permet de contourner le dispositif d'encadrement des loyers. Donc ce sont là des mesures d'intérêt général qui sont soutenues par les acteurs du logement, tels que le DAL ou la Fondation pour le logement des défavorisés. On peut aussi agir en amont, c'est-à-dire dès le programme national de rénovation urbaine, qui est mis en œuvre par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui dans les faits participe, ce n'est pas intuitif, mais dans ce programme de rénovation urbaine, participe de l'aggravation de la pénurie de logements avec sa logique de démolition-reconstruction des logements sociaux. Je vous explique, il se trouve que la Cour des comptes a montré dans un rapport daté de 2020 que sur les 250 000 logements neufs prévus dans ce programme, à peine plus de la moitié avait été construite, alors qu'entre 2004 et 2021, plus de 164 000 logements avaient été détruits. Donc, ce qui représente une perte sèche de 22 000 logements sociaux. Donc, vous admettrez que dans un contexte de pénurie de logements, c'est complètement absurde. C'est pourquoi mon collègue député du Rhône, Abdelkader Lamar, qui est ici présent, a déposé une proposition de loi qui vise à privilégier la rénovation avant tout et de conditionner les démolitions à un avis favorable des habitants concernés par référendum. Cette loi qu'il a rédigée avec le collectif Stop Démolition vise à mettre fin à cette logique pour lutter contre l'éviction des habitants et des habitantes historiques et pour valoriser le patrimoine. D'abord, il faut savoir que détruire un logement au bout de 50 ans, alors que son coût de construction est amorti et dont la durée de vie moyenne est estimée entre 150 et 200 ans, c'est détruire le patrimoine des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Mais c'est aussi cette logique de démolition systématique sans chercher à rénover, c'est d'un point de vue écologique une aberration. Enfin, démolir représente également un préjudice économique important pour les habitants et les habitantes. Car c'est grâce
à la richesse produite par les travailleuses et les travailleurs que la construction de ces quartiers a pu être financée dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment via le dispositif 1% logement. Mais c'est vrai, après tout, c'est une question qui n'est jamais posée. Pourquoi des familles qui vivent depuis plusieurs années dans un même immeuble, un même quartier, n'auraient-elles pas le droit de choisir là où elles veulent vivre? Parce qu'elles sont locataires? Donc j'ai essayé, en dressant l'état du logement dans le pays, d'exposer aussi les différents leviers disponibles pour lutter contre la marchandisation du logement et pour garantir les dispositifs qui existent pour garantir le droit au logement et un logement abordable et digne à toutes et tous. En résumé, une commune insoumise appliquera la loi SRU, elle encadrera les loyers, elle contrôlera la bonne application de l'encadrement des loyers et elle luttera contre la précarité énergétique et l'habitat indigne en mettant en place un permis de louer. Et enfin, une commune insoumise ne gentrifiera pas ses centres-villes, comme c'est le cas dans beaucoup de communes, et notamment dans les communes qui se disent de gauche. Parce qu'une gentrification, ça consiste, au motif d'embellir le centre-ville, de reléguer donc les habitants de ces quartiers à l'extérieur, à la périphérie des villes, et puis une fois que le quartier il est rénové, les loyers ils sont plus élevés, puisqu'on justifie par des travaux de rénovation, et donc les habitants qui ont été déplacés ne peuvent plus réintégrer leur logement, et puis on a gentrifié, on a embelli, mais on a surtout déplacé, relégué les habitants historiques de leur quartier. Donc je voudrais terminer sur 2 points. Le premier point concerne les listes sans étiquette. Alors je ne sais pas s'il y en a ici à Dessines. Voilà. Alors, à l'heure où le libéralisme nous mène droit dans le mur, voir ces listes, souvent nombreuses aux municipales, se prétendre sans étiquette ou apolitiques, c'est une totale hypocrisie que je voudrais démontrer ici. Car comment est-ce qu'on peut prétendre briguer une mairie et prétendre ne pas faire de la politique? Je vais vous donner un seul exemple. Aux élections sénatoriales, où le vote est obligatoire sous peine d'amende, les élus municipaux, dont les maires, sont appelés à élire des sénateurs et des sénatrices et doivent donc se positionner politiquement. Et vous irez voir la composition du Sénat, ça n'existe pas groupe sans étiquette. Le Sénat est en grande majorité de droite conservatrice. Si bien que je vais vous donner un exemple, mercredi 25 février, le Sénat a dû se positionner, a dû se prononcer sur la nationalisation d'ArcelorMittal. C'est une nationalisation qui est demandée par les salariés, demandée par les syndicats, qui pourrait sauver des milliers d'emplois et notamment de préserver notre souveraineté industrielle, puisque la métallurgie, c'est la mère des industries. Alors, cette nationalisation, elle a été votée et adoptée à l'Assemblée nationale en décembre 2025, en novembre 2025, lors de la niche parlementaire de la France insoumise, et en février dernier, le Sénat, les sénateurs et les sénatrices, LR, macronistes, sont opposés à cette nationalisation. À noter que l'ERN a brillé par son absence. Aussi, je vais vous donner un petit conseil, et j'espère que vous allez aussi le donner autour de vous. Méfiez-vous des listes qui se disent sans étiquette. Derrière elles se cachent des personnes rattachées en réalité à des partis politiques qui participent de l'appauvrissement et du déclassement de la France, en soutenant des lois qui dégradent nos services publics, qui creusent les inégalités et qui rognent nos libertés et nos droits fondamentaux, et s'inspirent du programme du Front National. Le deuxième et dernier point que je voulais évoquer avec vous a trait à ce qu'est être insoumis.
On entend parler des insoumis, voilà, les mélanchonistes. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être insoumis? Ce n'est ni une posture de radicalité, ni du mélanchonisme béat. Être insoumis, c'est faire le choix de s'insoumettre au dogme libéral, au capitalisme, qui ne répond pas aux inégalités sociales, mais qui les aggrave, qui ne répond pas aux urgences climatiques, mais qui, au mieux, les minimise, au pire, les ignore, et détruit la biodiversité et notre écosystème. Être insoumis, c'est construire la nouvelle France à l'image de ce qu'elle est, irréellement, dans toute sa richesse et sa diversité. C'est combattre l'image fausse d'une France blanche et chrétienne qui n'existe que dans les fantasmes de l'extrême droite, en luttant fermement et avec détermination, toujours, contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le sexisme, l'homophobie, la LGBT-phobie, la transphobie, bref, toute forme de discrimination contraire à nos principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Et cette insoumission, elle se décline dans la vie de tous les jours, en politique nationale et à l'échelle de la commune. À la France insoumise, tous nos candidats, comme Nicolas Thierry, ici à Dessines, portent un programme de gauche, de rupture, écologiste, féministe, antiraciste et antifasciste. C'est clair, c'est dit, c'est assumé. Et à mes yeux, c'est pareil. C'est clair, c'est dit, c'est assumé. Alors, Dessinoises et Dessinois, si vous souhaitez une alternance à Dessines les 15 et 22 mars prochains, votez et faites voter Nicolas Thierry. Je vous remercie et je vais laisser la parole à notre candidat, à notre collègue et cher ami député Abdelkader Lamar, qui n'est pas en retard. Vous avez une chaise? Ah oui. Okay. Je crois qu'il faut donner un micro. Bonjour, ça va et vous? Merci Abdel. Tranquille. Ça va et toi? Il faut lui mettre le micro. Ah, ça va. Ouais, je le mets ici. Je t'en prie. Ça va? Bien. Bonsoir tout le monde. Désolé du retard. Je suis venu un petit peu. Je suis venu de Vonvelin. Nous aussi, on a une campagne à mener qui est pas facile. Mais bon, on l'amène. Alors, moi, je pense que je vais être un peu plus bref que mes collègues. En tout cas, je suis très content d'être ici. Content parce que je suis venu soutenir donc, la liste de Nicolas Thierry, donc, qui s'appelle Faire mieux avec... voilà, désolé. Et en même temps, je fais une pierre deux coups, soutenir la liste de Fathia Didaoui, qui, pareil, dépose une liste à mes yeux, et ça, c'est une excellente chose. Et en même temps, on défend, donc on porte la liste métropolitaine avec Fathia en tête de liste. Donc, une pierre, trois coups. Alors, je vais poser ça ici. Ça va là, bonjour, désolé. Alors, il faut qu'on rigole un petit peu pendant les campagnes. Il ne faut pas que ce soit trop strict, parce que sinon, on va s'embêter, on va s'ennuyer. Alors, le fait de soutenir ces listes de mes yeux, de Dessines et surtout de la métropole, donc ce sont des listes, comme vous l'aurez remarqué, qui sont 100% LFI. Voilà, 100% LFI, soutenues par un collectif qui s'appelle On s'en mêle, et dont on a ici le président qui est Adel Anachi, qui est par là. Donc On s'en mêle, c'est un collectif, ça c'était important de le dire, c'est un collectif de militants issus des quartiers qui ont porté des luttes pendant des années. Donc moi j'en fais partie de ce collectif, dont On s'en mêle. Donc c'est avec fierté que je dis que nous, notre histoire qu'on porte dans les quartiers, comme Allah avec la question palestinienne, eh bien aujourd'hui, on soutient LFI. Parce qu'en LFI, on retrouve toutes les luttes
qu'on porte depuis 40 ans. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour parler d'Ensemble Mail. Et en tout cas, Adèle, merci pour le travail que tu fais. Alors, le fait de soutenir des listes et les filles, c'est tout d'abord, quand vous allez voter pour nous, vous allez voter pour des projets collectifs. Et un projet collectif, c'est des projets qui sont portés par des hommes et des femmes qui aiment leur ville. Et ça, c'est très important. Et le fait de porter un projet collectif qui est co-construit avec les habitants, c'est déjà sortir de tous ces calculs d'appareil ou ces ambiguïtés idéologiques. Le problème aujourd'hui du paysage politique français, sans parler du peuple, on parlera tout à l'heure du paysage local, mais Thierry, lui, nous parlera, Nicolas, de Dessines, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est de gauche, on ne sait plus qui est de droite, on ne sait plus qui est à, je ne vais pas dire l'extrême gauche, ou l'extrême droite. Du coup, voter pour ces listes, c'est voter pour un projet clair et lisible. Et ce projet clair et lisible, en fait, il nous permet, dans ces temps d'instabilité, que ce soit au niveau international ou national, de se rassurer. Alors, peut-être parler un petit peu, ouvrir une petite parenthèse sur les instabilités là, pour lesquelles on va devoir, en tout cas, nous, on porte un discours et contre lesquels on doit lutter. C'est l'instabilité nationale, elle est, nous on le voit tous les jours avec Sandrine à l'Assemblée nationale, elle est portée par des partenaires de l'époque, donc vous savez de qui je parle, qui malheureusement cautionnent des politiques macronistes qui ont voté ces derniers temps tous les budgets, les pires budgets austéritaires qu'on a jamais eus dans le pays. Et un budget austéritaire, c'est quoi? C'est quoi la répercussion en fait? Les conséquences directes? C'est que dans les villes, comme Dessines, Bézieux, Vonvelin ou ailleurs, ben directement, on va avoir des budgets amoindris, c'est-à-dire que je crois que c'était à peu près 5 milliards en moins pour les collectivités territoriales. Et cette instabilité politique nationale, du coup, elle a des répercussions directes sur notre quotidien. Alors, notre quotidien, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'aménagement de notre territoire, etc., etc. Alors, donc une liste pour un projet collectif, une liste avec une ligne claire et lisible, avec un programme qui a été co-construit avec les habitants. Et comme vous le savez, donc vous allez voter pour 2 élections, les municipales et les métropolitaines. Lyon est la seule ville, ou la métropole de Lyon est la seule en France où on va élire directement nos conseillers métropolitains. Donc on va désigner 150 conseillers métropolitains sur 14 circonscriptions, et notre circonscription, c'est la circonscription Rhône-Amont. Rhône-Amont, vous allez retrouver donc Vonvelin, Dessines, Mézieux et Jonage. Alors, pourquoi c'est important de le rappeler? On va voter pour les municipales, on va voter pour les métropolitaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu les médias, on parle beaucoup des municipales. On parle très peu des métropolitaines. Alors que tout le pouvoir se trouve à la métropole. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous déconnectez l'échelon local, communal, de l'échelon métropolitain, en tant qu'élu, vous vous enlevez toute possibilité d'agir. Aujourd'hui, une ville, elle a des compétences, bien sûr, sur l'école, sur la police municipale, sur la vie associative, sur la petite enfance, sur l'état civil, mais la métropole, elle a la compétence sur tous les projets structurants, c'est-à-dire sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, le transport, les mobilités, le cadre de vie, l'éducation, et même sur les relations internationales. Même sur les relations internationales. Donc, il ne faut pas qu'on prenne à la légère le vote sur les métropolitaines. Il faut absolument qu'on arrive à expliquer autour de nous qu'il y a les municipales, mais il ne faut pas qu'on oublie les municipales, les métropolitaines. Sinon, on se coupe du vrai pouvoir. Alors, bientôt, là, il y a les municipales, les métropolitaines, et dans un an, on va avoir les présidentielles. Je pense que vraiment, aujourd'hui, donc on fait une campagne, et les filles, c'est une campagne de proximité, c'est-à-dire on va vers les habitants pour expliquer le programme. Mais aussi, il faut faire une campagne de vérité. C'est quoi une campagne de vérité? Moi qui suis, j'ai grandi dans un quartier, bon, j'aime pas trop, dans une ville populaire, on a toujours été très déçus de la politique.
très déçu de la politique, c'est pas qu'on est des naïfs, mais la plupart des politiques venaient nous voir en nous disant bah, nous on va changer telle et telle chose, c'est-à-dire en nous faisant des promesses. Et le problème, c'est que les promesses, quand elles ne sont pas tenues, qu'est-ce qu'elles provoquent? De la déception. Et quand il y a de la déception, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la désillusion. C'est la désillusion et on se dit, la politique, de toute façon, c'est que de la trahison. Et comme il y a de la trahison, on ne fait plus de politique, on ne s'occupe plus de politique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? C'est que dans nos quartiers, dans nos villes populaires, là où il y a les populations les plus précaires, là où il y a les populations qui ont limite le plus besoin de la politique, eh bien, elles se sont retirées du champ politique. Et elles se sont abstenues pendant des années. Et quand je dis qu'il faut qu'on fasse une campagne de vérité, c'est d'expliquer aux gens, aux habitants, aux électeurs et électrices, voilà, la ville a la telle et telle compétence. La métropole a la telle et telle compétence. L'État a telle et telle compétence. Les responsabilités, elles sont là. Et en fait, en disant la vérité, ça permet aux personnes de poser aussi les bonnes questions. Nous, on fait une campagne à Vonvelin. La première question qu'on vous pose, c'est « Ouais, mais moi, je n'ai pas de logement, il me faut un logement. » Et ma collègue Sandrine en a parlé. Ou bien, moi j'ai mes enfants qui ne travaillent pas, je veux un emploi. Est-ce que vous me promettez un logement? Est-ce que vous me promettez un emploi? Et beaucoup de politiques ont fonctionné comme ça. Et ils ont fait du clientélisme pendant des années. Ils ont réussi à trouver un petit peu de logement à droite à gauche, ou un petit peu d'emploi. Mais il faut dire clairement que dans une campagne municipale, lorsqu'on est maire, on ne peut pas tout faire. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui disent bah, dans ce cas, je ne vote pas pour vous. Mais je préfère qu'on ne vote pas pour moi, plutôt qu'on vote pour nous et qu'on nous dise mais vous n'avez pas tenu vos engagements ou vos promesses. Donc il faut absolument qu'on fasse une campagne de vérité. Ça veut dire quoi là aussi? Quand on me pose des questions sur le logement, sur l'emploi, sur la santé, etc., c'est là où je rebondis en disant attention, il y a aussi l'élection métropolitaine. Allez voter. Allez voter. Et ensuite, ça me permet de parler des présidentielles. Donc là, je voulais faire un petit mot là, sur la question des présidentielles. Nous, on a en fait un discours ou un programme de rupture qui dit on veut gouverner selon les besoins. Il y en a beaucoup qui me disent mais bon, Kader, selon les besoins, mais les besoins, ils sont illimités. Alors que les ressources, elles sont limitées. Donc toi aussi, tu fais de la démagogie quand tu dis tu vas gouverner selon les besoins. En fait, c'est possible. C'est possible si on arrive à mieux répartir les richesses créées. Et ça veut dire quoi de mieux répartir les richesses créées? Ça veut dire que dans des endroits comme les villes populaires, les campagnes, parce que les campagnes souffrent beaucoup, ou les quartiers, c'est pas de dire on va donner plus, c'est pas de dire on va donner moins ailleurs, c'est de dire on va donner autant. Et ça s'appelle l'équité. Et donc la répartition des richesses, qui, je le rappelle, est créée par toutes et tous, et surtout celles et ceux qui vivent dans les villes populaires. Parce que c'est elles ce sont ces personnes qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler dur dans nos usines, dans nos hôpitaux pour soigner nos anciens, dans nos écoles. Donc ce qu'on dit, nous, avec la France insoumise, c'est qu'il faut qu'on prenne le pouvoir au niveau municipal, au niveau métropolitain et au niveau national, pour qu'on puisse répondre à toutes les attentes, à tous les besoins, en ayant confiance que les besoins sont illimités, mais les ressources, elles le sont. Mais pour être à l'Assemblée nationale et pour voir, on a débattu sur un budget pendant des mois, les moyens existent. Les moyens existent. Aujourd'hui, l'État, c'est à peu près 250-270 milliards d'euros distribués aux entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faille pas soutenir les entreprises. Il faut soutenir les entreprises. Mais les entreprises doivent rendre des comptes. Si on aide une entreprise, c'est pour qu'elle crée de l'emploi. Sinon, dans ce cas, on prend l'argent et on embauche des fonctionnaires. Ça serait la même chose. Donc, entre 250 et 270 milliards distribués aux entreprises. Le CAC 40 a dégagé
1400 milliards d'euros de bénéfices il y a l'année dernière. 1400 milliards d'euros. Ou non, 140, pardon. J'exagère. C'est le mec de quartier qui exagère toujours un petit peu. Donc, les moyens existent. Les moyens existent. Sauf que si vous voulez qu'on puisse répondre aux besoins des habitants, c'est-à-dire ceux qui sont en situation d'attente, faut pas leur demander. Faut pas faire la manche. Faut prendre. Faut se servir. Alors c'est dur de le dire comme ça. Parce que aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires, toutes ces grandes fortunes, elles ne veulent pas partager. Donc il y a un moment, il va falloir les forcer. Et donc c'est ce que j'appelle la solidarité nationale un petit peu forcée. Mais quand on demande à des millionnaires de donner 2% sur leur patrimoine à hauteur de 100 millions d'euros, 2%, c'est moins que ce que rapportent les investissements qui sont autour de 6%. Ça veut dire qu'en fait, ils vous donnent 2%, ils gagnent encore 4%. Donc voilà. Moi, je voulais vraiment... C'est important qu'autour de nous, on diffuse ce message. Parce que c'est pas juste choisir un maire pour un maire, avec une équipe municipale qui va décider si c'est un gymnase qu'on va mettre par là, ou si on va rénover un terrain de foot par là. C'est que le défi qu'on a à porter ensemble aujourd'hui, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important. C'est que c'est juste une étape vers les présidentielles. Parce qu'il faut absolument qu'on gagne. Et si on veut aider nos frères et sœurs, nos amis qui sont en train d'être génocidés en Palestine, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et pas autrement. Et pas autrement, je vous assure. Alors, un petit message quand même à nos partenaires, entre guillemets, dits de gauche. La semaine dernière, on a François Hollande qui est venu au marché du Ramadan à Vonvelin. Donc il est venu voir les sans-dents, comme on dit. Il est venu au quartier pour voir les sans-dents. Il a eu un très bel accueil. Dommage, on n'était pas là-bas pour le recevoir. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, dans ce pays, elle est en train de... C'est un spectacle qui est pathétique. Au lieu de s'intéresser au vrai combat, le vrai combat, c'est la droite décomplexée. L'extrême droite assumée. Et cet extrême centre, pour ceux qui ont la référence pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux nos ennemis. Il ne faut pas qu'on se tape dessus. Et aujourd'hui, vous avez deux partis, ou quelques partis, qui se trompent d'ennemis. Et je veux leur rappeler que LFI n'a jamais été dans la rupture. N'a jamais été dans la rupture. Nous, on a toujours été dans le rassemblement, que ce soit à l'échelon municipal, métropolitain et même national. La preuve, qui a fait la NUPES en 2022? C'est LFI. On fait 22% au présidentiel et on décide aux législatives de faire un front populaire avec deux partis qui avaient fait à peine plus que Jean Lassalle. Vous connaissez Jean Lassalle? Il était candidat aux élections présidentielles. Il a fait 3% à lui tout seul. Et le PS et les Verts font à peine plus de 3%. Et nous, on décide, bon à l'époque, et on décide de faire la NUPES. Et on gagne. Et on gagne des combats. Et rebelote. Pour les Européennes, ils n'ont pas voulu nous suivre. Ils n'ont pas voulu nous suivre. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le NFP et on gagne. On continue à gagner ensemble. Et qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? Ils sont encore une fois dans la trahison. C'est-à-dire ceux qui ont trahi hier continuent à trahir aujourd'hui. C'est pour ça que nous, à LFI, il faut qu'on arrive à porter le message de dire que nous, on n'est pas pour la rupture. Nous, on est pour le rassemblement des gens de gauche et des partis de gauche. Parce que, et pourquoi je le dis? Parce que quand vous êtes un enfant issu de l'immigration, quand vous appelez Kader, Mohamed, vous venez d'un quartier, quand vous êtes musulman, on va dire les choses. Dire le racisme, l'islamophobie, les violences policières, qui les subit? C'est les gens qui vivent dans ces quartiers-là. Les dommages collatéraux, c'est nous qui allons les subir. Eux, pour l'instant, ils se font des petites guéguerres sur les plateaux de CNews entre oui, mais Mélenchon, il n'est pas gentil, il est antisémite. Hollande qui dit non, mais regardez,
nous, on est gentils. Voilà. En fait, ils se donnent en spectacle, ils sont en train de se taper dessus, mais pour l'instant, qui est en train de monter? C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Donc, c'est à nous maintenant de dire stop, ça suffit. Arrêtez vos combats de coq, d'accord, qui n'intéressent que vous. Aujourd'hui, on a un défi majeur à porter, c'est d'éviter qu'en 2027, l'extrême droite arrive au pouvoir pour éviter que l'histoire ne se répète. Parce que l'histoire, elle peut se répéter. Hier, on a mis des hommes et des femmes. En France, c'est 80 000 juifs qui ont été exterminés. 80 000 juifs. Vous savez comment ça se passait? Ils avaient des fiches. Ils allaient les chercher chez eux, ils frappaient chez eux. Bonjour, suivez-nous. On les mettait dans des bus, ensuite dans des trains, et on les emmenait et on les exterminait. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent que demain, on fasse la même chose? Qu'on aille frapper chez Fatima et chez Mohamed, qu'on leur dise « suivez-nous », d'accord? Et qu'on nous mette, peut-être pas dans des trains cette fois, mais peut-être dans des bateaux, pour je ne sais quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça, il faut qu'on le dise. Arrêtez de jouer. La politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. Et pour nous, pour les classes populaires, pour les gens issus de l'immigration, pour les gens qui vivent dans la précarité, et quand je dis les gens qui vivent dans la précarité, c'est dans les bourgs et les tours, pour ne pas les opposer. Parce que dans les campagnes, les gens souffrent aussi. Ne jouez pas. Nous ne voulons pas être les dommages collatéraux de vos stratégies, de vos magouilles politiciennes. Donc, dites-le autour de vous, les municipales, les métropolitaines et bientôt les présidentielles, c'est un enjeu de société, de survie pour celles et ceux qui souffrent le plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce rappel nécessaire. Je vais actuellement laisser la parole à M. Louis-Marie Malfoy, représentant du collectif Naturellement Dessine. Et ben voilà, je te laisse. Ouais, je vais micro, prendre celui-là. parfait. Allez. Hop là. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être aussi nombreux à cette réunion. Alors moi je suis donc Louis-Marie Malfoy et je représente ce soir Naturellement Dessine, un collectif citoyen né en janvier 2025 et qui s'est associé avec la liste Dessine Insoumise à l'occasion de ces municipales 2026. Alors vous devez peut-être vous poser deux questions. Pourquoi ce collectif ? Et pourquoi vous êtes associé avec LFI? Le collectif Naturellement Dessine est né tout simplement grâce à de multiples échanges avec les Dessinoises et les Dessinois de divers horizons qui nous ont partagé un premier constat. Leur défiance envers le système politique et le pouvoir en place, suivi d'un second constat grave. Nous ne sommes pas entendus, pas écoutés, pas considérés. Même dans notre ville, nous souhaitons être au cœur des décisions et des sujets qui nous concernent, et ce n'est jamais le cas. C'est pourquoi nous avons mis en place une grande enquête publique d'avril à juin 2025 à laquelle vous avez peut-être répondu. Notre objectif était d'aborder tous les sujets qui font le quotidien de la ville. Santé, cadre de vie, démocratie locale, équipements municipaux, écoles, collèges. Je ne suis pas trop rapide. Non, ça va? Nickel. Associations, sécurité, mobilité, commerce, loisirs, le stade, etc., etc. Nous avons laissé une large place à l'expression directe par des commentaires, ce qui, je vous l'avoue, n'a pas simplifié le travail de compilation des 1287 réponses que nous avons obtenues, mais nous avons, au final, obtenu des résultats parfois attendus, souvent surprenants, mais toujours assez unanimes. En enchaînant avec des ateliers de réflexion sur chacun des thèmes, nous avons touché du doigt les besoins réels des Dessinois, de tous les Dessinois, quelle que soit leur origine, leur quartier, leur orientation sexuelle ou leur niveau social. De ce travail que nous sommes les seuls à avoir réalisé, et nous en sommes fiers, même si chacune des autres listes dit l'avoir fait aussi, nous en avons sorti des propositions importantes pour notre ville et pour vous. Et c'est la raison pour laquelle nous voilà associés avec la liste Dessine Insoumise, parce que nos propositions étaient très proches de celles du programme de Dessine Insoumise. C'est donc en responsabilité
et pour que ces propositions puissent être concrétisées dans un programme de rupture que nous avons rejoint LFI. Merci. Alors, tous les sujets sur lesquels les Décinois ont donné leur avis sont aussi importants les uns que les autres, car ils font l'unité d'une ville, de notre ville. Malgré tout, 5 priorités se sont dégagées. La santé, l'éducation, les mobilités, la culture et la sécurité. Fatia, tout à l'heure, a déjà parlé de la mobilité, et je laisserai Nicolas, juste après moi, vous parler de la sécurité. Je vais rapidement aborder les 3 autres sujets. La santé d'abord. Donc, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est un sujet préoccupant. Être une ville de 30 000 habitants dans la banlieue de Lyon et être devenu un quasi-désert médical est inadmissible. Que le pouvoir en place n'ait rien anticipé, d'autant plus quand Laurence Fautra est vice-présidente de la région en charge de la santé, est caractéristique du besoin d'alternance. Mais à chaque problème, sa solution, et devant une situation catastrophique, les solutions doivent être radicales. C'est pourquoi créer un centre municipal de santé avec des médecins salariés, préempter des locaux pour les dédier à des futurs médecins libéraux, créer des partenariats avec la fac de médecine pour attirer des médecins à Dessines, ne sont que quelques-unes des propositions que vous retrouvez dans le programme défendu par cette liste. Sur l'éducation. Alors moi, je vous parle en tant que père de 3 enfants et, très accessoirement, parce que ce n'est pas ce qui me prend le plus de temps, président d'une association des parents d'élèves de l'école Beauregard, une des 10 écoles de Dessines. Les associations de parents d'élèves font plus pour les écoles que la mairie. Nous alertons régulièrement et depuis plusieurs années sur la nécessité de rénover les écoles et d'être tout simplement plus dans l'action que dans la communication. À chaque demande, même répétée, et j'ai une secrétaire qui a fait le bilan de 10 ans de questions répétées à chaque conseil d'école auprès de la mairie, et qui sont toujours les mêmes. À chaque demande, même répétée, la même réponse. Vous n'êtes pas prioritaire, mais nous avons noté votre demande. Toutes les écoles ont la même réponse. Toutes, sans exception. En mettant en place une véritable collaboration entre la mairie, les écoles et les associations qui, elles, sont sur le terrain, notre future équipe municipale se saisira clairement des sujets. Un vrai plan de rénovation des écoles, qui est nécessaire, donner plus de moyens financiers aux équipes enseignantes, continuer la mise en place de la loi Egalim, c'est-à-dire la part de bio dans les cantines, notamment en rompant le contrat avec la région que l'équipe sortante a imposé à la cuisine centrale de Dessines. Et je peux témoigner qu'ils font un boulot formidable. Merci pour eux. Un petit mot rapide sur la culture. Contrairement à ce que dit Laurence Fautra, non. Dessines-Charpieu n'est pas une grande ville culturelle, mais elle le pourrait. C'est encore une fois une question de choix politique. Le seul espace culturel public à Dessines, le toboggan, que tout le monde connaît, est trop cher pour la majorité d'entre nous. C'est pourquoi nous ne sommes que 40% à profiter des spectacles. La direction du toboggan, pour autant, est prête à discuter et à mettre en place toutes les solutions qui permettraient d'ouvrir les portes de la culture à d'autres publics que les scolaires, les Dessinois qui ont les moyens et les extérieurs. Idem pour l'éducation artistique. Elle ne repose que sur les associations, parfois soutenues financièrement, parfois pas. Nous avons été les premiers à proposer la création d'un conservatoire municipal de musique, danse et art. Alors c'est avec un immense plaisir
que je vois cette proposition reprise par l'équipe sortante, la seule question que je pose, c'est est-ce aux dépens des associations qui portent la culture aujourd'hui ou, comme à leur habitude, sans elles? Nous le ferons avec elles. Et c'est là que la boucle est bouclée. En introduction, je vous disais que les Décinoises et Décinois sont désabusés par cette majorité sortante qui défend des intérêts personnels et privés. En ayant, par exemple, bradé le foncier municipal aux promoteurs immobiliers sans jamais défendre l'intérêt général des habitants, sans jamais nous demander notre avis. Voilà pourquoi la liste Décines Insoumises nous permettra, j'en suis convaincu, à tous, petits et grands, quelle que soit notre religion, notre origine, notre métier, notre situation financière, de tout simplement vivre ensemble. Cette liste s'engage à avoir le courage de proposer et de mettre en place et d'assumer des propositions fortes. Demander et écouter l'avis des autres n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force que beaucoup ne veulent pas utiliser, car cela demande du courage. Du courage, de l'écoute et la défense de l'intérêt général, c'est clairement ce qu'il manque à Décines. Pour conclure, je tiens à ajouter que c'est un véritable honneur de prendre la parole aux côtés d'Abdelkader Lamar, donc député de la circonscription de Vaux-en-Velin. Merci beaucoup. Et de la députée de la circonscription voisine, Sandrine Nosbé, donc département voisin qui est l'Isère, qui, je le rappelle, est le département auquel appartenait Décines jusqu'en 1968. Vous ne le saviez pas? Si? Non, moi je savais pas. 1968, année hautement symbolique de l'expression populaire face au pouvoir en place. 2026 doit donc être l'année de cette expression populaire à Décines, et seule la liste Décines Insoumises permettra la rupture nécessaire. Que ceux qui ont été élus et ont failli dans le mandat qui leur a été confié, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité, aient l'honnêteté de ne pas se représenter devant des électeurs qu'ils ont trahis. Et je pèse mes mots. Donc le 15 mars, faites-nous confiance. Le 15 mars, accordez-nous votre voix. Votez pour la liste Décines Insoumises. Je vous remercie. Merci pour ces mots. C'est vrai que redonner le pouvoir au peuple fait partie de nos axes majeurs et on entend justement essayer de faire vivre la démocratie à chacun des échelons et l'échelon local, vous l'aurez compris, est primordial pour nous. Je laisse désormais la parole à Monsieur Nicolas Thierry, donc le candidat à la mairie de Décines-Charpieu. Alors, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être venus aujourd'hui dans cette belle ville de Décines-Charpieu pour assister à ce meeting de campagne. Alors je vais essayer de le réduire un petit peu parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'interventions aujourd'hui, donc voilà, je tâcherai de réduire un peu mon discours. Donc j'aimerais, comme il en est l'usage, commencer ce discours par remercier celles et ceux sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu. Tout d'abord, Marie-Josée, ma co-chef de file. Merci beaucoup, Marie. Ensuite, Joris, mon directeur de campagne. Myriam, notre première colistière. Un grand merci aussi à toi, Adil. Et enfin, aussi un grand merci à Victor Prante, qui était notre candidat aux élections législatives et qui nous aide beaucoup aussi sur cette campagne. Et puis, bien évidemment,
Je remercie, un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont rejoint notre liste Dessine Insoumise et à nos militants de longue date ou qui nous auront rejoints récemment. Alors, je ne vais pas me risquer à lister tous les noms parce que c'est sûr que je vais en oublier. Je m'en excuse d'avance. En tout cas, chacun de vous a contribué à notre présence réelle sur le terrain, aux côtés des Dessinoises et des Dessinois, et qui, n'en déplaise à nos adversaires de droite comme de gauche, légitime la présentation de notre liste aux élections municipales les 15 et 22 mars prochains, ici à Dessines-Charpieu. Maintenant, j'aimerais remercier l'ensemble de nos invités pour leurs interventions de très haute qualité. Tout d'abord, Fathia. Merci beaucoup, Fathia. Petite partie. Juste une chose quand même, elle a quand même fait un truc de dingue. En 3 semaines, elle a fait une liste pour mes yeux. Alors ça s'applaudit quand même. Merci Ala pour ton intervention et ton soutien, de montrer que la France Insoumise est le seul mouvement qui prend la question palestinienne comme il le faut. Merci Sandrine pour ton expertise sur le logement, c'est très apprécié. Et merci Louis-Marie, également pour ton intervention et d'avoir rejoint la liste des Dessines. Et puis surtout, j'allais t'oublier. Il est bon pour se rattraper. Merci Kader. Je suis désolé. Merci de soutenir la campagne de Fathia et ma campagne. Ça fait toujours plaisir. Il me fait payer le retard. En tout cas, toutes ces interventions démontrent la cohérence de notre projet sur l'ensemble des niveaux de la société, de la commune, de la métropole, jusqu'au pays tout entier. Nous sommes une formation cohérente, avec un programme de rupture, pensé et réfléchi, avec pour objectif l'intérêt général. Car le clientélisme et les bidouilles pour servir les intérêts privés, ça suffit! Alors, avant de passer au point suivant, j'aimerais rendre hommage à un camarade qui aurait dû intervenir aujourd'hui, mais qui, à cause d'événements récents, est menacé de mort et subit une cabale politique et médiatique. Soutien Raphaël Arnaud! Et n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Camarade Raphaël Arnaud, tu as tout notre soutien! Nous connaissons la nécessité de ton combat politique. C'est grâce à ce que tu représentes que nous pouvons de nouveau manifester tranquillement à Lyon. Alors, je vais redire ce que j'ai dit lors de mon débat sur BFM Lyon, mais cette fois-ci, il n'y aura pas un stagiaire pour faire un joli bandeau bien fallacieux comme ils peuvent le faire de temps en temps. Alors, il est écrit sur ce bandeau « La jeune garde n'aurait jamais dû exister ». Mais attendez, il y avait une suite, donc je répète. La jeune garde n'aurait jamais dû exister si les pouvoirs publics avaient pris leurs responsabilités. Alors pourquoi je dis ça? Pour rappel, ce sont 102 agressions commises par l'extrême droite à Lyon ces 10 dernières années. Ça fait des années que nous nous plaignons de nous faire agresser par les amis de Madame Joncourt, armés de barres de fer dans nos cortèges, nos universités et nos réunions publiques. Et qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait? Bah rien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêter de manifester? Je vous rappelle que c'est un droit constitutionnel. Alors oui, la jeune garde s'est formée avec pour objectif l'autodéfense populaire, c'est-à-dire principalement l'organisation d'un service d'ordre, une présence sur le terrain pour dissuader les violents de l'extrême droite de nous agresser. Alors oui, nous sommes contre la dissolution de la jeune garde. Et non, nous n'avons pas retiré notre communication sur nos réseaux à ce sujet. Alors, pour information, récemment, ici à Dessines-Charpieu, c'est Ahmed, 17 ans, qui s'est fait tailler le visage par 3 hommes cagoulés sous les injures de sale arabe, sale musulman. Et qu'a fait Madame Fautra? Rien! Elle n'a même pas daigné apporter son soutien publiquement, comme d'autres élus de la métropole, à la fin d'une marche blanche sur le pavillon de la mairie. Et pour quel motif, me direz-vous?
Alors, d'après ces militants que nous avons rencontrés le lendemain, ils nous ont dit que cette marche blanche était à l'appel des mosquées du Rhône. Qu'est-ce que c'est débile, c'est idiot comme réponse. Il s'agit d'un acte islamophobe. Elle s'attendait à quoi? Un appel de rassemblement du Vatican? Mais ça fait vraiment aucun sens, quoi. Enfin bon, bref. Ou alors, nous on a peut-être une autre hypothèse. C'est peut-être qu'elle est en train de préparer sa participation bras dessus, bras dessous, avec le Rassemblement national, pour un rassemblement à l'appel du syndicat factieux Alliance Police. Ça vous rappelle quelque chose? Le problème de la police, c'est la justice. Ouais. Cette phrase est juste une remise en cause de l'état de droit. Elle a été dite par le secrétaire national de ce syndicat en 2022. Et quand je pense qu'il y en a qui leur ont offert des fleurs, bah franchement, enfin bon, bref. Donc ça, c'est OK pour Madame Fautra. Mais apporter son soutien à un gamin agressé en raison de son origine ou de sa religion supposée, et ben là, c'est pas OK. Ça montre le mépris réel qu'elle a pour une partie de la population décinoise. Et puis, quand on lui fait remarquer que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça pourrait être un petit peu raciste quand même, comme l'a fait Habitat en danger, et Madame Fautra, plutôt que de se remettre en question et de comprendre comment on en est arrivé à de telles conclusions, elle porte plainte. Ah oui. Bon, sinon, j'ai un message fort aussi à porter aujourd'hui. Et il ne s'adresse pas à Tim Bouzon, son parti a été fondé par des nazis, ni à Madame Fautra, dont le parti dit les Républicains est en pleine mue réactionnaire, voire fasciste, à balles-voiles, on s'en rappelle, mais à nos amis de gauche, qui par souci électoraliste, pour gagner 1 ou 2% aux élections municipales, jettent sous le bus la jeune garde, voire même les soulèvements de la terre. Ah oui. Alors camarades, je vous mets en garde. Chaque millimètre donné à l'extrême droite pave la voie de leur victoire. Alors camarades, je vous invite clairement à choisir votre camp. Ici, il n'y a pas de faux dilemme possible. Soit on est fasciste, soit on est antifasciste. Et dans cette salle, on est tous antifascistes. Dernier petit message à notre liste dite citoyenne. Alors vous avez choisi de faire une liste et une campagne hors parti politique. C'est votre choix, c'est très bien. Mais vous savez, on vous voit. Et c'est pas beau de se revendiquer de la France insoumise pour gratter quelques voix. À Dessines-Charpieu, il n'y a qu'une liste insoumise et c'est la nôtre. Et si vous vouliez vous en revendiquer, il aurait fallu nous rejoindre au premier tour. Bon, alors ça fait maintenant quelques minutes que je parle et je sais que certaines personnes ne me connaissent pas, donc du coup je pense qu'il est un peu de bon ton de me présenter. Donc je m'appelle Nicolas Thierry, j'ai 42 ans. Je suis marié et j'ai 3 beaux enfants, chaque année dans un pays différent, un en France, un au Japon et un en Suède. Et de mes expériences d'émigration, il y a plein de bonnes idées à prendre et c'est ces expériences dont j'aimerais faire profiter l'ensemble des Décinois et des Décinoises. Car cette ville, avec ma femme, nous l'avons choisie pour s'y installer durablement, car elle répondait à tous nos critères. Un accès facilité à la ville de Lyon, une ville multiculturelle, à proximité du parc de Miribel et du Grand Large, et des activités diversifiées. Bon, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer, sinon je ne serais pas là devant vous, mais bon. Sinon, d'un point de vue professionnel, je suis à la base ingénieur-chercheur en microélectronique depuis maintenant 19 ans. Mon objectif était de participer au développement des technologies permettant la bifurcation énergétique, notamment par l'électrification pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Et ce que j'ai compris, c'est que le problème, en fait, il n'est pas technologique, comme on a essayé de me le faire croire depuis que je suis enfant, avec le fameux techno-solutionnisme. Le problème, il est politique. Qu'est-ce qu'on développe? Pour faire quoi? Pour répondre à quelle problématique? Selon quelle échéance? Elle est d'abord là, la question. Il ne suffit pas de mettre 2 panneaux solaires par-ci, une cour végétalisée par-là, pour répondre aux enjeux du changement climatique, qui a déjà commencé et qui est irréversible à notre échelle. Il faut donc un plan, un plan basé sur des éléments matériels qui répondent aux véritables enjeux,
Comment s'adapter aux changements de température qui vont avoir des conséquences sur la pluviométrie, qui vont avoir des conséquences sur la biodiversité, qui vont avoir des conséquences sur l'agriculture. Qui. Donc il faut se préparer à ces changements avec rigueur et méthode. Mais il ne faut pas le faire sans l'avis de la population. J'y reviendrai plus tard, mais la légitimité populaire, c'est primordial. Sinon, on se retrouve avec des projets aberrants, comme les ZFE, qui, sous couvert de santé publique, écartent complètement les classes populaires. Donc, la bifurcation écologique, comme nous l'appelons, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et cela commence à l'échelle communale, car les conditions écologiques étant inhomogènes par nature, les solutions à apporter sont, elles, spécifiques à un territoire. Eh bien, à Dessines, nous prenons le pari de l'audit de la planification citoyenne. Ainsi, dès le début et pendant la première année de notre mandat, nous établirons avec les habitants un état des lieux d'émissions de gaz à effet de serre, des pollutions, de la production de déchets, de l'état de la biodiversité et de l'artificialisation des sols sur le territoire communal. Et cela aboutira à un plan quinquennal concerté sur l'adaptabilité de la commune au changement climatique, avec pour critère principal de ne pas se faire sur le dos des classes populaires, comme ce qui se fait trop souvent actuellement. Vous voyez donc juste avec cet exemple comment nous comptons gouverner. Pas contre, mais avec les Dessinoises et les Dessinois. Alors oui, la France insoumise s'inscrit dans le mouvement communaliste, un communalisme insoumis. Alors qu'est-ce que sera une commune insoumise? Ça sera une commune en rupture avec le fonctionnement en mode baronnerie locale, comme c'est le cas depuis plusieurs mandats. Et cela commence avec un changement de méthode et de vision. Premièrement, nous ne sommes pas des gestionnaires, mais des visionnaires. Vouloir diminuer la dette de la commune, comme le veut Madame Fautra, c'est tuer Dessines-Charpieu à petit feu. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne fait aucun investissement, alors que les besoins de la société ne cessent d'évoluer. Chaque nouvelle génération de Dessinoises et de Dessinois ont des besoins spécifiques auxquels nous devons répondre. C'est notre rôle d'élu de faire ça. Nous avons donc besoin d'investir pour votre futur et cela passe automatiquement par la dette. Il faut y avoir recours de manière stratégique, mais nous n'avons pas le choix. L'autre point de rupture, c'est d'obtenir la légitimité populaire. Nous souhaitons instaurer une culture de l'intervention populaire permanente pour que votre voix porte de manière pérenne jusqu'au conseil municipal. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour vous redonner le pouvoir? En voici quelques exemples. Premièrement, le référendum législatif citoyenne. Vous pourrez, si vous avez une idée, via un site de pétition en ligne, amener une initiative, et si elle récolte suffisamment de voix, et le conseil municipal s'engage à le respecter. Également, vous pourrez nous dégager. Voilà. Grâce à la révocabilité des élus, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait, via le même système, vous pourrez nous faire partir. Et enfin, dernier exemple, c'est de mettre en place un budget participatif. Je ne sais pas si vous avez vu différents projets, comme par exemple le nouveau club d'aviron juste à côté. Je ne pense pas que ça s'adresse à la majorité des Dessinoises et des Dessinois. Ici, avec ce budget participatif, au tout début, autour de 10%, vous pourrez choisir en fait quel projet vous voudrez voir advenir dans la commune. Donc notre programme, de plus de 30 pages, rassemble des mesures ambitieuses pour la mairie de Dessines-Charpieu, que nous avons bien l'intention de mettre en œuvre. Alors oui, notre programme est fourni, c'est vrai. Et pourquoi l'est-il? Parce que cela fait plusieurs décennies qu'on détruit ce qui fait société. Donc nous, ce qu'on va faire,
Nous, on va reprendre localement ce que le gouvernement, ce que les gouvernements et les complices locaux ont détruit. Il faut savoir que la construction de cette liste Dessines Insoumises n'est pas arrivée par hasard. Elle s'est imposée à nous, au contact des Dessinoises et des Dessinois, à votre rencontre, lors de porte-à-porte à Sully, au Sablon, à la Berthaudière et dans tous les autres quartiers de la ville. Également lors de nos distributions de tracts des supermarchés, depuis des années. Et grâce aussi notamment à l'enquête publique de Naturellement Dessine qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc grâce à tout ça, nous avons pu établir un état des lieux précis des besoins des Dessinoises et des Dessinois. Louis-Marie vous a présenté quelques-unes de ses priorités. Je vais vous en représenter très peu d'autres. Merci Joris. La première, c'est le logement. Je ne vais pas m'éterniser dessus, Sandrine a fait un excellent exposé aujourd'hui. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Nous rencontrons de plus en plus de familles qui ont du mal à finir le mois. Avant la crise inflationniste post-Covid, c'était les loisirs que la population commençait à supprimer. Aujourd'hui, dans la France de Macron, c'est bien se nourrir qui commence à être compliqué. Aujourd'hui, 30% de la population saute régulièrement un repas. Et c'est un enfant sur 5 qui arrive le ventre vide à l'école. Alors, augmenter les salaires à l'échelle municipale, bon, on peut essayer, mais ça va être compliqué. Pour ça, il faudra voter pour le candidat de la France Insoumise aux élections présidentielles. Moi, ce que j'espère, c'est que ce soit Jean-Luc, et puis qu'on gagne. Bah oui. En attendant, nous possédons plusieurs leviers, dont l'instauration de la cantine bio est gratuite, en commençant par la gratuité pour les foyers en dessous du seuil de pauvreté, car nous considérons que la restauration scolaire est un outil pour remettre de l'égalité et créer un droit à une alimentation saine pour tous les enfants de la commune. La troisième priorité, c'est la sécurité que nous appelons sûreté et tranquillité publique. Je pense que ce sera le dernier point que je vais aborder aujourd'hui. C'est en effet un très gros sujet sur Dessines. Alors que nous avons à la fois les problèmes que nous trouvons de manière récurrente sur l'ensemble du territoire français, incivilité, trafic de drogue, etc. Mais nous, on a vraiment une particularité à Dessines-Charpieu. C'est le stade et l'aréna qui pourrissent la vie d'une partie des habitants des communes de Dessines et de Mézieux. Alors, déjà que les conditions de circulation à Dessines-Charpieu peuvent être infernales entre la Soie et le centre-ville en temps normal, mais alors, les jours de match ou de grands événements à l'aréna, c'est le chaos. Et c'est incalculable le nombre de personnes que nous avons rencontrées qui organisent en fait leur journée de télétravail ou la réception d'amis ou de connaissances, bref, leur vie, en fonction de l'agenda du stade et de l'aréna. Et puis, bien évidemment, les classes populaires, eux, ils ont peu recours au télétravail et doivent donc subir les conditions désastreuses de circulation. Et puis attendez, c'est pas fini, parce qu'une fois que vous êtes arrivé, c'est pas mieux. Il faut pouvoir se garer. Parce qu'avec le trafic de faux macarons et de codes, toutes les places sont prises. Et puis il faut voir comment les macarons sont vérifiés, et surtout par qui. Comme il s'agit de boîtes privées qui s'occupent de vérifier les macarons, leur objectif, en fait, c'est pas votre tranquillité. Leur objectif, c'est en fait juste de répondre à leur employeur qui est le stade. En gros, si j'ose l'analogie, c'est demander à votre harceleur de gérer le niveau de harcèlement que vous subissez. Voilà ce qu'on a aujourd'hui à Dessines. Nous portons en faux avec cette solution. Cette action de contrôle pour assurer la tranquillité des Dessinoises et des Dessinois doit être assurée par la commune et devra être financée par le stade, mais aussi par l'aréna. Parce que pour le moment, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. Alors oui, le stade et l'aréna devront payer, et pas que pour financer le contrôle de macarons. Parce qu'aujourd'hui, les compensations liées aux nuisances sont faibles, j'oserais même dire inexistantes. Pourtant,
Madame Fautra, pour son premier mandat, avait promis de lutter contre ces nuisances. Apparemment, les coupes de champagne et les places VIP ont eu raison de ces promesses. Bon, les Dessinoises et les Dessinois s'en souviendront. Alors oui, le stade et l'aréna devront payer, vu qu'ils sont là maintenant et qu'on ne peut pas les faire partir. En effet, Dessines Charpieu n'est pas là pour servir les intérêts privés du multimillionnaire Olas. Nous nous battrons pour trouver les moyens de les faire financer les projets dont notre ville a besoin, et nous ferons en sorte que les compensations aux Dessinoises et aux Dessinois soient à la hauteur des nuisances générées. Pour les autres mesures concernant la sûreté et la tranquillité, bon, je vous invite à lire notre programme ou regarder nos vidéos. Enfin, j'aimerais juste faire un dernier commentaire sur cette thématique et un dernier message surtout. En tout cas, avec nous, ce sera la fin de la milice des amendes de Madame Fautra. Nous avons rencontré trop de jeunes avec plusieurs milliers d'euros d'amendes. Et clairement, beaucoup de ces amendes sont abusives. Et vous savez quoi? J'ai le droit de le dire parce que la justice l'a établi. Donc, d'après les signes que j'ai reçus, j'avais encore quelques thématiques à aborder. Et je vais conclure mon intervention. Alors, j'espère vous avoir convaincu que c'est bien notre programme de rupture qu'il faut pour Dessines Charpieu et qu'une Dessine insoumise améliorera considérablement votre cadre de vie. Alors, si vous voulez voir ce programme advenir, rejoignez-nous et allez voter les 15 et 22 mars pour toutes les listes de la France insoumise aux élections municipales et métropolitaines. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Juste quelques mots pour vous rappeler les prochains événements. Tout d'abord, il y aura une représentation du film Personne n'y comprend rien à propos de l'affaire Sarkozy et de l'argent libyen, qui sera projeté au Ciné Mes Yeux le 6 mars à 20h. Oui, soutenu par Attaque Lyon-Est, tout à fait. Et puis, il y aura une grande mobilisation contre le racisme le 14 mars. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. C'est bon. Tu veux dire autre chose? Ok, voilà. Oui. Et je vous invite à vous rendre au buffet qui se trouve sur votre droite. Bon, bah, c'est une sacrée mère sortante, celle-là, dis donc. Sacrée merde avec ce stade-là. C'est ce contexte qu'on a. Sacrée merde. Ouais. En fait, on n'a pas consulté les Dessinois. C'est toi qui bataillais contre le stade, non? À l'époque? Non, c'était Carton Rouge. C'est qui? C'est une association qui s'appelle Carton Rouge. Je te rends ça? À laquelle appartenait Laurence Fautra, accessoirement? Je sais pas si Avant 2014. Nicolas, je te fais la bise. Ouais, merci beaucoup. Merci courage. Bonne campagne. Ouais, merci beaucoup. Et puis, écoute, on va y aller, hein. Puis on va gagner. Vous y êtes allés, ça c'est bien. Ouais. On veut le faire, franchement. Madame Nozué, je peux vous poser une question concernant la réquisition des logements vacants, si ça ne vous embête pas. Tu me dis comment Vous avez juste quelques minutes.